Et voilà, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième émission avec Jacques Grimaud. Donc bonjour Jacques. Bonjour. Voilà, nous avons décidé aujourd'hui de vous faire en fait une vidéo et qui aura pour sujet les origines de la langue française. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me transmettez vos questions que je transmettrai à Jacques et on fera un droit de réponse après, etc. Enfin, vous connaissez la musique maintenant. Je ne vais pas tout reprendre depuis le début. Donc, écoute, ce que je te propose, Jacques, c'est de rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Tout de Et suite et j'ai une maintenant. première… Pardon? Tout de suite ou maintenant? Oh, tout de suite maintenant. D'accord. J'ai une première question. J'aimerais que tu me définisses, Jacques, qu'est-ce qu'une langue? Ben, comme son nom l'indique, c'est un appendice musclé. C'est l'organe le plus musclé du corps, par ailleurs, le plus mobile aussi dans tous les sens. Et c'est lui qui nous permet de phonétiser ultimement le souffle d'air qui est déjà modifié par le larynx, etc. Donc, c'est la dernière étape avant une locution, c'est-à-dire une expression orale et audible. Donc, D'accord. c'est un endroit où il y a une cage en quelque sorte autour, solide, avec les dents, c'est-à-dire l'organe aussi, parce que c'est un organe, le plus solide du corps. C'est fait comme une guitare en quelque sorte, avec la rosace ici, la caisse qui est constituée par les dents et le palais qui est le dessus. Et donc la rosace pourrait être le nez également. Et toutes ces choses-là constituent une unité parfaite, à savoir qu'on récupère l'identité de quelqu'un très facilement par la manière dont il s'exprime, certes, mais aussi par le bruit que fait l'organe complet. La langue, c'est l'élément le plus mobile de cet ensemble. D'accord. OK. On détaillera au fur et à mesure parce que ça va Oui. vite devenir fastidieux. Oui, 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 pas de souci. Cours Donc, d'anatomie pour commencer la journée. on va plonger dans notre sujet. J'aimerais que tu nous parles un peu des origines de la langue française. Voilà. Française spécifiquement, mais pour qu'il y ait une origine, il faut que je distingue la langue française de toutes les autres et de manière très progressive. D'abord parler du point de vue historique de la phonation, c'est-à-dire de la prise de conscience déjà de l'organe vocal, et ensuite sa formalisation usuelle, jusqu'à avoir des formes que l'on se transmet les uns aux autres sans aucune difficulté. Ainsi, on ne peut parler d'une langue qu'en étudiant la grammaire de la langue en réalité. Et la grammaire, elle est extrêmement simple, elle comporte trois parties. La partie sujet, qui désigne l'objet de ce que l'on dit. Aujourd'hui, c'est la langue française, c'est le sujet, mais ça doit être suivi d'un verbe pour être mis en action. Donc, ce sera parler. Et pour que la chose ait du sens, il faut que l'action s'applique sur quelque chose d'autre qu'on appelle épithète, attribut, complément, au choix. Donc, ces trois parties, si elles figurent dans le discours, ça donne une chose complète. Mais l'intérêt, c'est de savoir que le sujet, au moment où on prend la parole, on le considère tel quel. C'est une convention générale. C'est-à-dire, si on n'identifie pas le même sujet, il y a déjà un problème à la source. Ceci étant passé, le verbe après situe l'action dans le passé, dans le présent, très mouvant, ou dans le futur. Il y a un passé qui est en cours, éventuellement, ou un passé qui est terminé, c'est-à-dire une action avec des conséquences. Quand c'est un passé en cours, on ne connaît pas les conséquences, mais on peut les deviner et éventuellement les écrire en les repérant. Et troisièmement, pour ce qui est des compléments, l'action formulée par le verbe va modifier par le complément le sujet. Donc c'est un cercle avec un triangle et quelquefois, notamment par exemple dans les dessins qui accompagnent les ouvrages de certains alchimistes, on trouve un cercle avec un triangle pointant l'air. Et ça serait terminé si on ne savait pas lire cette forme hiéroglyphique qui est très spécifique, très concentrée. À savoir, ce triangle, il détermine les trois axes de toute conversation et de tout apprentissage. On va y aller doucement. S'il était possible de faire des incrustes ultérieurement, ce serait bien plus pratique. Considérons le cercle, le O, la valeur de cette lettre-là, la valeur graphique notamment, désigne la totalité. En effet, tous les points sont à égale distance du centre
Et cela, ça désigne soit un ensemble vide, soit un ensemble hyper plein. Donc, le haut de mot, c'est ce que cela veut dire. Nous sommes d'accord avec cela? Donc, pour reprendre ces trois situations, on a à discuter soit des arts, pour commencer, c'est la partie sensible du monde, soit des sciences, qui est la partie intelligible du monde, mais il manque le sens. Et le sens est au sommet de ce triangle, et il considère la philosophie dans le sens amour de la sagesse, c'est-à-dire, pour faire simple, imitation de la nature et de son créateur, s'il y en a, pour ceux qui ne croiraient en rien, les services athées. Donc, et cette dernière chose inclut aussi la religion, parce que ce sont les éléments les plus transcendants du langage, et là où s'arrête le langage. C'est-à-dire, la langue ne peut pas aller au-delà du concret immédiat, parce qu'elle peut figurer les choses, mais elle ne peut pas les déterminer. Mais j'y reviendrai. Donc, nous avons trois axes de discussion autour des arts, des sciences, de la philosophie et de la religion. En réalité, tout le reste dépend de ces trois éléments. Parlons politique, ça mélange l'art du discours, ça mélange la science aussi du discours, parce qu'il y en a, la rhétorique, et ça mélange les idées, les propositions et toutes ces choses-là. Maintenant, les trois axes de la culture sont figurés ici, mais le discours, il a trois formes, trois dynamiques en quelque sorte. Le discours concertant, c'est-à-dire nous sommes d'accord en principe sur l'ensemble, il n'y a pas trop de divergences. Le discours, non pas déconcertant, mais opposable, à savoir il y a des nuances qui doivent être comblées pour que le discours puisse se poursuivre. Et en dernier lieu, la personne qui ne discute pas peut faire une synthèse et mettre à droite ou à gauche selon ce qu'il y a lieu de faire, c'est-à-dire juger. Ça, c'est la difficulté dans la langue. On va y revenir. Donc, je donne à la langue une très grande extension. Pour faire simple, sans le vouloir, peut-être, tu as mis le doigt sur un mot qui commence par la lettre S et qui se termine par la lettre S. Et à l'intérieur de ce mot, il y a une conjonction de coordination qui s'appelle en, E-N. Donc, on verra ce que cela signifie au fur et à mesure, parce que je crois qu'il faudrait y consacrer 4 ou 5 fois 1h30 pour que ce soit à peu près compréhensible et admissible surtout. Ce que je dis d'une manière générale est tellement spécifique à la doctrine hermétique que la plupart des gens formés n'arrivent pas à suivre. Ils se demandent, mais où va-t-il? Comment pense-t-il? Pourquoi il dit des choses aussi stupides en apparence? Donc, on va y aller très progressivement. On retient donc, d'abord, nous avons la formation de la langue à partir d'éléments mécaniques vivants, c'est-à-dire les poumons. Des poumons, l'air, la colonne d'air va passer par l'œsophage, quelquefois par autre chose, mais surtout par la trachéartère. Donc, la trachéartère fait office de couloir, et ce couloir déjà résonne. Lorsqu'on a une voix grave, comme ça, on fait résonner tout ce qui est autour jusqu'à la colonne vertébrale. Mais on verra ça petit à petit parce que ça a des conséquences technologiques, si je puis dire, sur l'organisme, et ça se transpose en conséquences morphologiques parfois et psychologiques, voire morales. On y va doucement. Donc, premier organe, les poumons. Et les poumons sont assujettis à inspiration-expiration, ce qui donne un rythme obligatoire aux propos. Donc, toutes ces choses sont à considérer là en perspective parce que je vais en reparler en permanence. Ensuite, la trachéartère qui mène à l'organe à proprement parler, la caverne de Platon. Parce que dans le mythe, entre guillemets, de la caverne de Platon, lui, il dit, on voit des choses sous forme d'ombre. Mais c'est exactement la chose qu'il laisse entendre, mais en jeu de mots en grec, à partir du langage. C'est-à-dire, le langage, c'est une convocation de l'intelligence autour de formalisation conventionnelle. Il n'y a rien de vrai à proprement parler dans le langage, puisque sur le mot chaise, par exemple, si on le dit en français, c'est là où on s'assied. Si on le dit en allemand, ça a une toute autre capacité d'évocation. Vous mettez le pied gauche dedans, c'est bon. J'espère que ceux qui comprennent l'allemand auront compris, sinon il reste à écrire chaise, littéralement tel qu'on l'écrit en français, dans la partie Google Traduction, partie allemande, vous écrivez chaise et vous voyez la traduction de l'autre côté que je dédie évidemment à toutes les personnes qui ne veulent pas chercher à comprendre. Donc c'est fait. Je continue. Nous avons la caverne de Platon et curieusement, cette caverne, les personnes ne regardent pas du côté où il y a un rythme parce que la bouche,
qui est chargé de donner l'air en même temps que la phonation, qui est donnée ici, mais j'y reviendrai, va se charger de découper un silence en morceaux. Dans ce silence, il y a lieu de considérer que c'est le temps qui s'écoule, et le fait de découper ce silence, c'est découper la durée. Donc, nous avons des moyens de savoir quelles sont les langues en général par la durée des mots, la vitesse de prononciation et toutes ces choses-là. C'est très technique, ça demande une technologie d'ailleurs actuellement, mais ça permet d'identifier encore plus et mieux, et non seulement par le timbre. Alors là, je vais parler musique, comme je l'ai évoqué très brièvement. Pourquoi? Parce que dans toute phonation, il y a 3 étapes. L'émission du son, le transport du son et le fait d'entendre le son. Mais la 4e étape est toujours la même, si c'est utile, si c'est efficace, à savoir l'idéation qui va être transformée par ce que l'on entend. Dans cette émission du son, il y a des particularités au nombre de 3. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler la puissance du son. Ensuite, la hauteur du son, s'il est grave, s'il est aigu, par exemple. D'une manière générale, les hommes ont une voix plus grave que les femmes. Ça tient à des choses purement physiologiques, mais constitutives aussi. On découvrira ce que les anciens en pensaient bien plus loin dans l'exposé. Ça pourrait être dans 6 ou 7 heures, peut-être. On verra cela en fonction du suivi que tes auditeurs et toi-même donneraient à mon propos. Donc, c'est la puissance de l'émission. Ça dépend de plusieurs choses. Non seulement les poumons, mais les muscles abdominaux, le diaphragme et par conséquent l'assise physiologique, musculaire et toutes ces choses-là. C'est ainsi qu'on fait des gens qui parlent une langue, mais en chantant. Et là, la modulation vient exprimer ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire on comprend des choses non seulement à travers la langue, mais la manière dont on la prononce. Si tu as besoin d'explication, tu m'arrêtes. Tu fais comme tout le monde en classe, tu lèves le doigt vers le ciel, je m'arrête et c'est parti pour toi. Donc, l'intonation vient de cette intonation, comme son nom le dit, le ton vient du dedans, c'est-à-dire il y a en réalité autour de la langue ce qu'on appelle le discours. Normalement, comme son nom l'indique, on doit parler aussi brièvement et de manière percussive que possible. On doit générer des images, des situations, etc. Et le discours, il est constitué autour de lui aussi de 3 parties essentielles. Si j'étais dans le cours que je donne régulièrement dans la Nouvelle Atlantide, je poserais la question à tout le monde, quelles sont ces 3 dispositions du discours, c'est-à-dire sa substance même. Donc, je pourrais demander à Didier, qui est là, qui se relaxe, et peut-être va-t-il répondre, quels sont les 3 éléments du discours. D'abord, il y a la forme du discours qu'on appelle le pathos, c'est-à-dire la partie corporelle de la langue. L'intérêt de parler de ça maintenant, c'est qu'on peut enregistrer, faire passer, étudier. Avant, c'était la chose immédiate. C'est pourquoi cet art avait été placé en premier avec la musique, parce que la langue et la musique, c'est la même chose, sauf que l'expression musicale n'est pas de même espèce. Elle ne s'adresse pas à l'intelligence, mais à la sensibilité. Donc, le pathos, c'est la forme que l'on emploie. Et ensuite vient le logos, c'est l'intelligence avec laquelle on travaille cette forme, c'est-à-dire comment on situe l'argumentaire en général, comment on l'organise dans le temps, dans l'espace, etc. Et ensuite, il y a l'éthos, c'est la partie morale de ce qui est dit, c'est-à-dire qui va au sommet de l'intellect. Et je ne dis pas de l'intelligence qui est réservée au logos, mais l'intellect pour l'éthos. L'éthos, normalement, sa fonction, c'est de modifier la conscience en fonction de ce qu'il croit être vrai, bon, juste et beau. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la Nouvelle Atlantide, puisque c'est à cela que j'essaye de m'adresser avec des mots qui relèvent du pathos et du logos. Et la chose n'est pas si simple. C'est pourquoi il est très facile de détruire ce langage avec des allusions, avec des déformations des mots, l'emploi d'autres formulations, etc. Donc, c'est un art qui demande une 20aine d'années de pratique pour être à peu près maîtrisé. Et personne n'est à l'abri de la sottise et du manque. Enfin bon, c'est un art difficile. Je reviens donc à sa structure. Dans tout langage, quoi que ce soit que l'on dise, nous avons ces 3 formes-là. Que l'on dise « je vais aller chercher du pain », on dit
Ça, sur un ton plat comme le mien, je vais aller chercher du pain. C'était comme si ça n'avait aucune importance. Mais le logos, à l'intérieur, dit trois choses. Je vais, c'est-à-dire je situe une action prochaine. Aller, c'est je vais me déplacer. Chercher, c'est-à-dire éventuellement choisir, mais au moins prendre la chose qu'on appelle le pain. Et les conséquences sont inscrites là-dedans. Donc, du point de vue intellectuel, nous savons tout cela. Pour l'éthos, c'est un peu différent parce que lui, il sait, non pas par convention, mais par réalisme, que le pain, c'est une denrée indispensable à l'accueil sur une table, pour le bien manger, etc. Je rappelle que le pain, on verra parce que l'anglais pain est aussi intéressant, mais comme j'ai dit que je ne parlerai pas des trolls, je procède par allusion perfide. Donc le pain, c'est un coût en anglais, mais le pain a un coût. C'est aussi la manière de faire les choses qui est utilisée par les anciens. Aucune langue ancienne n'est neutre. On voudrait dire aujourd'hui, par exemple, on est positif ou négatif, ça c'est une illusion totale, c'est une convention. Pareillement, lorsqu'on dit on est objectif ou subjectif, ça n'a pas de sens pour les anciens. C'est toujours un mélange. Vous regardez le taïki des Chinois, les taoïstes chinois, et vous devez deviner ce que je suis en train de dire. Toujours lorsqu'on dit qu'on est objectif, il y a une partie subjective, c'est notre propre opinion qui fait ce travail, et ça fausse le jugement. Ça n'est pas grave, on n'a pas d'autre moyen, et celui-là n'est pas si mauvais que cela, pourvu qu'on soit honnête, franc, direct, etc., toutes les qualités morales qu'on tient de notre ethos à nous. Donc c'est une situation beaucoup plus complexe de parler de la langue parce que je vais y revenir quant à son origine. Il serait naïf, stupide même de considérer que les anciens n'ont pas vu tous ces aspects de la langue. En réalité, ils l'ont enseigné dans ce qu'ils ont appelé le quadrivium, de manière très indirecte, mais ils avaient une raison pour cela. Les anciens, lorsqu'ils s'expriment, ils ne vont pas directement parce qu'ils n'ont pas la naïveté de croire qu'un mot détermine quelque chose ou définit quelque chose. Quand je dis détermine, j'ai dé et terminer après, et définir, j'ai définir. En aucun cas, un mot ne peut arrêter de fonctionner. Ainsi, la mémoire permet de lire les conséquences des actes, mais surtout de leur description par des mots. Parce que, mine de rien, lorsqu'on fait appel à la mémoire, on ne peut le faire que par le biais de la langue. Et on voit que la langue est donc le premier des outils humains pour fabriquer littéralement notre environnement intellectuel. Et qu'avec la maîtrise de la langue, on détermine la maîtrise de son intelligence. On la précise, on la nuance, etc. Donc, c'est une chose importante. Donc, on ne sera pas étonné de voir que tous les efforts actuels en politique, c'est de détruire la compréhension et l'usage de la langue. Allez voir dans les écoles actuelles, les gens ne savent à peine, ou pour ne pas dire pas, s'exprimer correctement sur tel ou tel sujet. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent. Moi, j'appelle ça des cyranoïdes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idées à formuler qui viennent de leur propre intérieur. Ils répètent ce qu'ils entendent. Conséquemment, en même temps qu'on élimine le langage, on élimine la vie intérieure. Quand on se parle à soi-même, on est pris pour un fou désormais. Nous le savons. Néanmoins, lorsque l'on va prier, parce que c'est une chose saine pour la vie intérieure notamment, et qui a des résultats à l'extérieur, on est obligé en quelque sorte de mettre les mots que l'on utilise dans soi-même dans un bain particulier, qui est un bain moral. La prière, elle n'a pas de sens si on reste dans le pathos ou dans l'éthos. Il faut aller dans dans le logos, pardon, il faut aller dans la partie ethos. Ces choses étant bien comprises, je le suppose, mais de toute façon j'y reviendrai, je vais m'occuper du sujet que tu me proposes, à savoir l'origine. L'origine, elle est facile à concevoir, tout parle dans l'univers. Ne serait-ce qu'en prenant conscience ou en apprenant que même les planètes font du bruit. Ça n'est pas un bruit audible parce que c'est l'air ambiant dans la transmission qui fait que nous entendons. Mais il n'y a pas que cette manière d'audition. Le corps entier perçoit les vibrations et les vibrations, c'est le domaine particulier pour l'homme de l'émanation d'une force vers l'extérieur, ce dont je parlerai très loin après, parce que ça a déterminé une forme de médecine, de thérapeutique. Donc les voix peuvent engendrer soit de l'énervement, soit de la paix intérieure, soit de la réflexion, etc., etc. On verra
encore, je suis obligé de repousser mon sujet. C'est comme quand on est en peinture et on est obligé de peindre une surface. On commence par les bords ou par l'intérieur, selon la méthode, mais on va essayer de ne pas dépasser les bords. On va essayer aussi de remplir tout. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, tout parle dans l'univers. Le Soleil, lui, il a une pulsation. C'est pourquoi les anciens l'ont considéré comme étant le cœur de notre système solaire, avec raison, parce qu'il se contracte et se dilate en raison des pressions gravitationnelles notamment. Donc, c'est un cœur qui bat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme est l'une des composantes de la voix, mais je vais préciser que c'est la première composante. C'est comme la percussion en musique. Donc ça, c'est le rythme d'une voix. Donc quand on sépare les mots que l'on dit selon leur rythme, on a déjà une indication. Nécessairement, quelqu'un qui parle aigu et rapide va évoquer implicitement une sorte d'énervement, d'incapacité au calme, à la profondeur. À l'inverse, quelqu'un qui peut parler très grave, comme ça sera « je suis ton père ». Bon, on s'en fiche, mais puisque c'est utilisé comme ça, quelqu'un qui parlera de manière douce, élégante, et ça n'est pas facile à obtenir, va avoir un impact, notamment les messieurs sur les dames et les dames sur les messieurs. Parce qu'à la source même de la vie amoureuse, il y a la capacité à échanger et tout passe par la voix. Et lorsque la voix a fait passer tous les messages de paix, de tranquillité, d'honneur, de respect, etc., il n'y a même plus besoin de parler parce que c'est implicite. On voit que là aussi, c'est une limite du langage. On fait sentir à l'autre ce que la voix ne veut pas dire, et ainsi de suite. Et quand on arrive à cet endroit-là de la relation, on peut être sûr que cette relation sera durable parce que plus rien ne vient la modifier. Le comportement, s'il change, immédiatement, c'est un vecteur d'inquiétude, etc. Je reviens sur le sujet, c'est pour dire à quel point la phonation, la langue, est précieuse. Donc, tout fait un bruit dans l'univers. Mais un bruit, ça ne suffit pas. Il faut un bruit organisé, qui est le principe de la musique et qui va s'étendre jusqu'à la langue, qui est la musique la plus délicate à mettre en œuvre, mais l'une des premières que l'on met en route. C'est-à-dire, un enfant, la première chose qu'il va tenter de faire, plus que toute autre chose, c'est entrer en relation avec ce qu'il entend. Donc, pour faire clair, la langue, elle passe d'abord par l'écoute. Et je rappelle que les anciens, qui sont de fins observateurs, avaient noté ceci, que le coin de l'œil va intercepter là où s'attache l'oreille, alors qu'en bas, là où se détache l'oreille, la ligne va intercepter la commissure des lèvres. Donc, ils en ont fait, en quelque sorte, une boîte rectangulaire. Quelquefois, on voit un rectangle qui figure cette chose-là. Mais il faut rechercher le déterminatif qui dit les choses. Alors, dans la langue, le déterminatif est toujours consensuel. C'est-à-dire qu'on le donne la plupart du temps dans le sujet. Par exemple, je dis Karine, immédiatement, tout ce qui te concerne est à entendre. C'est la boîte dans laquelle je mets la totalité de la discussion. Et c'est une fonction, si je puis dire, primaire, le sujet et le déterminatif dans la langue orale. Néanmoins, quand on écrit, comme on peut varier toutes sortes de choses selon des strates, on va voir comment on procède. Je vais donner un exemple de ce qu'est une strate. Imaginons que je parle du soleil. En espagnol, c'est sol. Mais en français, c'est là où je m'appuie pour rester debout ou assis ou allongé, parce que c'est une surface très dure, alors que le soleil, on le sait, est gazeux, et d'un gaz très léger. L'hydrogène, pratiquement à 99,9%. Donc, si je parle maintenant en musique, je parle de la clé de sol, qui est la 5e note de la gamme fondamentale, dite de Do. Et conséquemment, je change de répertoire et il faut que j'indique le déterminatif, c'est-à-dire dans quelle situation je situe mon propre propos. Soit je parle du sol ici, je dis on est bien sur le sol, ou un musicien, si je dis on est bien sur le sol, on reste dans la tonalité de sol, etc. Pour l'astronome, c'est espagnol notamment, le soleil c'est la chaleur, c'est la lumière, etc., etc. Et c'est le principe central de la gravitation de notre système. Donc, on voit que des mots semblables peuvent avoir des situations à gérer très dissemblables, mais mieux que cela. Et c'est là que j'entre dans la tradition, parce qu'il nous faut rattraper cet héritage très important. Lorsque je dis sol,
immédiatement dans la conscience de quelqu'un français, il doit pouvoir écrire dans sa tête et il le fait automatiquement sans s'apercevoir. Sol, la lettre S, la lettre O et la lettre L. Or, cela, ça définit directement ce qu'est l'astre central, à savoir S, c'est ce qu'il fait à l'horizon. On le voit, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il fait ça à l'horizon en permanence. Ça s'appelle 8 quelquefois. Mais si on considère seulement le visible, ce sera la lettre S. Il fait une partie visible à l'horizon, une partie invisible, il revient, etc. C'est la lettre emblème de la manifestation, la lettre S. Mais pour une raison simple, c'est quand on la voit, c'est une partie de galaxie spirale avec la lettre S et qui fonctionne en cercle. Donc dans le mot cercle, il y a la lettre C qui est une partie d'un cercle, mais il y a également une partie spirale. À l'évidence, une galaxie tient dans un cercle, mais ses bras se déplacent comme des spirales dans ce cercle. Donc là, il y a du sens. On est obligé là, de parler d'une valeur emblématique de la lettre S. Et encore, je ne parle que de sa forme. Si je devais parler de son rang dans notre alphabet, ce que je ferai ultérieurement, ce serait encore de l'information. Et en plus, la phonation. Parce qu'en effet, quand je fais la lettre S, je fais une sifflante et je me rapproche du sol, là où il y a le serpent qui se sert de cette sifflante. Ça marche? Donc, je peux maintenant définir ce qu'est la lettre qui est le centre même de la langue. On ne fait que des adjonctions de lettres que l'on lit dans sa tête et on prononce après. Ça, c'est la réalité selon les anciens. On ne différencie pas la phonation d'une possibilité écrite, mais elle est spontanée à l'intérieur de l'intellect. Quand je dis le sol, donc avec la sifflante, je pense au serpent et je pense à toute situation en relation avec ce qui est dur et en dessous de moi. Donc, les terriens, dans cette acception, bien que Terre, ça signifie la troisième, nous sommes la troisième planète, Mercure, Vénus, la Terre, et pourquoi on a reçu ce mot-là? Je vais faire une blague en allemand. Die Erde, c'est la Terre en allemand. Vous remplacez la première lettre, enfin, vous la laissez précéder par la lettre M. La lettre M, c'est la 13e de notre alphabet, pour les Allemands aussi. Mais dans le jeu de tarot, la 13e lettre arcane, c'est celle-ci. Elle n'a pas de mot en dessous. Vous voyez, il n'y a pas de mot ici. Et on dit, c'est l'arcane sans nom. Il n'y a pas de prononciation. Mais c'est appelé la mort avec la lettre M. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour eux, die Erde plus M, je laisse entendre que c'est la mort, c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous transforme, etc. Toutes les exceptions qui vont derrière. Alors, ça peut paraître totalement débile, mais je suis en train de donner des exemples pour faire comprendre qu'à la base de la langue française, il y a des codifications d'expressions qui sont issues de la langue réellement originelle, dont la plus proche reste la langue française, la langue franche. Donc, petit à petit, je vais arriver à démontrer ceci et je te remercie vigoureusement pour le courage que tu as de donner cela, parce que ça te paraît un gros délire, mais c'est tellement important de le connaître, de le savoir, de le transmettre à nos successeurs qu'il faut le faire et tu le fais avec courage. Et là, nous sommes dans une polarité. Toi, tu es une femme courageuse, moi, je suis un pleutre littéralement masculin. Non, je procède comme le coucou en d'autres termes, c'est-à-dire tu as créé un nid et je viens mettre un œuf dans ton nid et c'est toi qui vas t'en occuper. Ça, c'est très courageux. Donc, je te fais coucou. Hein. Attention, parce que je vais donner d'autres exemples naturels. Le coucou, c'est un oiseau, donc un volatile, ça fait partie des choses de l'esprit dans la dialectique générale des anciens, mais on le confond avec le loriot. Ils sont à peu près de même taille, mais le loriot, lui, il a une couleur jaune très crue. Mais on l'a appelé également le coucou et en déformant ce mot pour faire cocu, c'est-à-dire le trompeur. Mais attention, le trompeur, c'est une chose, mais le tromper est pire. Pourquoi? Parce que dans la philosophie ancienne, on laisse entendre que celui qui est trompé, comme moi je le suis par exemple lorsque je fais mes films, est aussi responsable. Je ne nie absolument pas ceci. Ce que je dis simplement, on ne peut pas tout justifier, contrôler, maîtriser, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que mon propos soit géré par toi. C'est-à-dire que tu prends là un gros travail pendant peut-être des années pour faire suivre cela.
Je reviens au sujet, donc les Allemands et les Anglais que j'ai cités, mais je pourrais te dire merci, mais en italien. Merci en italien, ça se prononce comme ça, et pas merci comme en français, mais ça s'écrit pareil, ce sont les marchandises. Donc je viens de livrer dans le nid que tu as fait des marchandises empoisonnées. Donc, grand merci une fois de plus. Je pourrais continuer indéfiniment avec toutes les langues de la Terre comme ça. Mais seulement les langues qui sont rattachées à la tradition, c'est-à-dire au fait qu'avant notre histoire humaine, il y avait une autre civilisation beaucoup plus unifiée, celle vers laquelle on tend maintenant. Mais il y a un problème grave dans ce qui nous arrive maintenant, c'est que les dirigeants, que volontiers tout le monde appelle Illuminati, c'est-à-dire des gens qui naviguent dans l'ombre complète qu'ils croient être la lumière, et ces gens-là confondent unification avec uniformisation. Et c'est là qu'intervient la précision dont j'ai parlé tout à l'heure. Le problème dans les écoles, c'est que maintenant, on a un gloubi-boulga, c'est ça? De toutes sortes. On mélange tout. Et quand on mélange les mots sans les connaître, on mélange les idées sans les connaître. Ça, c'est vraiment terrible. Pire que cela, on fait disparaître beaucoup de choses des dictionnaires en disant on va simplifier. On simplifie tellement qu'on n'a plus de décor pour telle ou telle discipline. On demande à quelqu'un dans la rue, de manière immédiate et spontanée, définissez ce qu'est la science. Ça va patiner sévère. Et même pour les gens dont c'est le métier. Parce qu'il y a des définitions qui demandent de mélanger, donc comme je l'ai dit, le pathos, on s'en fout. Le logos, là, c'est déjà beaucoup plus dur. Et l'éthos, personne ne sait ce que ça signifie en science, l'éthos. Ça devrait signifier honnêteté intellectuelle, capacité à tout admettre pour étudier d'abord avant de donner une confirmation éventuellement, mais surtout une idée générale de la chose et surtout le pire, une conclusion. Or, généralement, maintenant, grâce aux médias notamment, qui sont l'outil de cette désinformation permanente, les gens viennent donner des conclusions comme s'ils avaient réfléchi intérieurement. Mais ça, en réalité, ça n'arrive pas. On pond des conclusions dans le sens qui est voulu par le monde politique. Donc, ceci étant donné, je vais revenir sur cette formulation qu'a donnée Ésope en son temps, qui a été suivie après. La langue est la meilleure et la pire des choses. C'était formulé en grec et en français, il y a le mot pire qui veut dire feu. Ça s'écrit P-Y-R. Et je vais donner l'explication à l'ancienne. La lettre P, en égyptien, elle est dessinée par un cube de pierre taillée. On peut voir que c'est ou un carré, et on se dit to care, faire attention, et s'enquérir, rechercher. Ça, c'est le concept de base de ce mot-là. Et stabiliser les choses comme un carré sur une feuille, sur un fond, par exemple au sol, ou un cube. Or, le cube, il détermine la nature. Pourquoi? Parce que pour les anciens, le cube, il a donc 6 faces, et quand on met des cubes ensemble, ils occupent tout le volume. Ce n'est pas le cas des sphères, ce n'est pas le cas des trièdres, des rectangles peut-être, ça dépend de leur forme, etc. Mais le cube, l'intérêt, c'est que quand on le prend, on ne peut voir que 3 faces à la fois, qui sont les 3 faces de la construction de la langue, comme j'ai parlé, mais du réel. Le réel, il considère qu'il y a 3 faces, il y a le temps, le mouvement et le sens. On est très loin des définitions contemporaines. Et la physique des anciens se bâtit sur ce ternaire-là et pas ailleurs. C'est pourquoi il y a des divergences. Mais moi, qui ai étudié aussi bien la physique dans le contexte contemporain et la physique selon les anciens, je dis très clairement, la physique selon les anciens, c'est la vraie physique parce qu'elle colle au monde et elle est capable d'entrer dans le monde avec une fidélité de résultats, avec une amplitude de résultats, une profondeur, jusqu'à en modifier la perception intellectuelle. J'espère que je ne vais pas trop vite, que je ne parle pas trop. Je sais que dans mes conversations de cet ordre, il faut réécouter 20 fois, 30 fois pour en saisir la graine qu'on va pouvoir mettre au fond de soi, qui va pousser toute seule après. Il faudra simplement arroser de temps à autre. Donc, j'ai dit, la parole est la meilleure et la pire des choses selon Ésope, mais je dois dire c'est également la plus fugitive, la plus fugace. Vous allez voir que dans les médias, le moyen utilisé, c'est la répétition. On vous oblige à apprendre les choses parce qu'on les répète et on les fait répéter. C'est un procédé vicieux.
À chaque fois que quelque chose entre dans votre bouche, vous devez savoir si c'est bon ou mauvais pour vous-même, pour votre santé, votre équilibre, etc. Il en va de même pour les oreilles. Et donc, la chose doit être clairement entendue qu'il ne faut pas se laisser pénétrer par les oreilles. C'est expliqué ça par Rabelais. Il dit que la sagesse, la figure de la sagesse pour lui, sort par l'oreille. C'est la naissance par l'oreille. En effet, la véritable instruction chez les anciens, ça n'est pas le fait de lire les livres, c'est d'écrire ce que l'on comprend. De temps en temps, par exemple le samedi matin, on se consacre à écrire ce que on pense avoir compris. On écrit ça de manière aussi claire, c'est-à-dire sans ambiguïté si possible, sans double sens, avec une expression aussi parfaite et brève que possible, complète. Donc il y a le style qui vient, et le style écrit et le style oral ont une même source. Didier, de quoi est fait le style? De la sieste, du dodo et du ronflement, c'est ça. Bon. Donc le style, il est fait de clarté, de richesse, de complétude. Quand je dis de richesse, je ne dis pas tout ce que je sais ou que je pense savoir sur le sujet, mais je dis l'essentiel. C'est-à-dire que la complétude, c'est vraiment la chose importante. Or, je ne pourrais jamais l'atteindre dans mon discours parce que ça concerne des choses qui s'étendent à l'infini. Tout à l'heure, je disais que l'univers entier fait de la musique. En réalité, l'univers bavarde. Et la fondation de la langue, c'est ce bavardage universel. Donc, c'est la prise de conscience de cela qui est à la source du langage. On entend l'eau qui clapote dans un torrent, c'est un langage aquatique. Et faire attention à ce que dit ce langage, c'est connaître l'eau, les moyens par lesquels elle se déplace, ses possibilités mécaniques, énergétiques en général, sa fonction. Donc c'est vraiment une chose. Ça ne suffit pas, il faut regarder sa limpidité, sapidité, réfringence, etc. Et par conséquent, en déduire des éléments de sa pureté, sa capacité à prendre d'autres formes. C'est très compliqué, l'eau. C'est peut-être même le mobile. Alors, c'est intéressant, les liquides. Nous, on est fait environ de 80% de liquide. Je dis ça en rapport avec la langue, hein, vous allez voir. Et c'est important parce que c'est mobile. Ça se met plutôt du côté du sol, mais il y a toujours une partie en relation avec le haut, c'est-à-dire avec le soleil, l'espace et tout ça. C'est à considérer dans la doctrine des éléments qui, j'espère, sera développée ici. Donc l'eau, elle est à double face. Elle occupe ce qu'on lui propose. Ça, c'est la mentalité à l'ancienne. Quelqu'un me fait de la place chez lui, je l'occupe. Ça ne veut pas dire que je vais tout prendre. C'est-à-dire que là où je peux aller, j'irai. Et de manière à être à l'unisson, en quelque sorte, de la situation. Mais j'aurai toujours l'autre face, aussi tranquille que possible. Regardez l'eau. Dès que vous la laissez fixe, elle est toujours avec un très léger clapotis qui dit « je suis là, j'existe, je fais mon boulot, etc. » Pour qu'elle soit modifiée, il faut que le contenant soit modifié. C'est-à-dire, on secoue le contenant, l'eau suit. Pour les anciens, l'eau, c'est aussi la figuration non seulement de l'aspect vital des êtres, mais l'aspect psychologique. Là, entre nous, en politique, on est en train de secouer tout ce qu'on peut. Tous les Illuminati, les tarés de service, secouent de sorte qu'on ne voit plus rien dans l'eau quand elle est secouée. On ne voit pas le fond, on ne voit pas les bords, on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Mais eux oublient une chose, si l'eau sort de son habitacle, elle va mouiller tout autour, etc., etc., ça va changer. C'est ce qui va se passer. Donc, on se souviendra de mes paroles quand ça se passera. Donc, on fait bien attention à toutes ces choses-là. Néanmoins, ça aurait pu se passer dans la période qu'on vient d'abandonner, qui est, du point de vue astrologique, attention à ce que je dis, le signe du Scorpion pour rentrer dans le signe du Sagittaire. Le signe du Scorpion, vous l'avez bien senti dans notre vie française, qui est le reflet des choses du monde, ce que j'expliquerai un peu plus loin. Donc, tu notes les choses du monde à expliquer, si tu veux bien. Eh bien, le Scorpion, c'est dans la glyptique, c'est le signe qui est écrit avec la lettre M, que j'ai montré tout à l'heure, 13e du rang. Donc, la lettre M, c'est une antithèse et on doit entendre ces oppositions systématiques. Cesser d'aimer, ça ne se peut pas, puisqu'au-delà de la mort, on continue à aimer, c'est ce dont témoigne la lettre M du mot mort. Et la lettre M, c'est emblématiquement la parturition, la naissance, etc., le renouvellement, qu'on trouve d'ailleurs aussi, la lettre M, dans le glyphe
de la Vierge. Or, c'est l'être qui va naître qui est sous-entendu dans la Vierge. Mais Virgo, ça vient quand même d'un autre mot qui veut dire à la fois ergo, je suis. Donc la Vierge précise qu'elle est, mais elle n'est pas spécifiée en tant que Vierge. Elle n'est ni homme ni femme. Et ça, on sait le latin, on sait que vir en latin, c'est-à-dire V-I-R, c'est l'être, la personne, etc., mais plutôt masculine. Donc, dans Virgo, en latin, on a un homme en mouvement. Et la Vierge, c'est un homme en mouvement, mais pas l'homme machin lambda qui est déjà créé. C'est l'homme à l'intérieur de la Vierge, l'homme à naître. Donc, on sait que pour les anciens, ce qui est dynamique et actif se fait à l'extérieur, alors que pour la femme, ce qui est dynamique et actif se fait à l'intérieur. Toutes ces choses-là viennent de la science de la polarité. Quand je dis la science, parce que c'est véritablement la science de la nature, elle est toujours égale à elle-même, et c'est la culture de cette science qui fait qu'on comprend comment les anciens pensaient, et ils pensaient bien, vite, juste et bon. Je vais prendre un exemple, le mot occulte, qui vient du latin occultus, commence par la lettre O, la totalité, mais c'est également le soleil, le centre, la faculté de rayonner. Ensuite, on a la lettre C, c'est la lune, le glyphe de la lune, troisième lettre de notre alphabet. Et conséquemment, ça donne l'idée que le triangle concerne la lune. Et en effet, le triangle, c'est la plus ancienne marque pour les Égyptiens de la présence de l'intelligence, de l'intellect aussi. Je ne vais pas continuer sur ce sujet, je risquerais de vous perdre en cours de route. Néanmoins, dans Occulte, nous avons le soleil et la lune côte à côte. D'abord l'action masculine par le rayonnement, et ensuite la réception, parce que la lune, elle prend l'eau qu'est la parole. Donc, pour les anciens, la manière de transmettre l'idée qu'on dit quelque chose à quelqu'un, c'est le baptême. Or, le mot baptême en grec, c'est l'équivalent de la trempe des métaux. Ça fait que la personne est plus solide, plus coupante, c'est-à-dire capable d'aller plus loin à l'intérieur des choses. Quand on coupe, c'est-à-dire qu'on rentre, on pénètre. Donc, il faut penser, selon les anciens, que le baptême fait rentrer dans l'être par l'eau, c'est-à-dire le sens, la sensibilité. C'est pourquoi on dira, dans la connaissance des religions, la religion de Jésus, c'est amour. C'est bien l'amour, c'est spontané, c'est ce qui fait que le monde continue à exister, puisqu'une mère qui met au monde, si elle n'offre pas son amour immédiatement à son enfant, l'enfant risque de ne pas survivre, totalement incapable de se structurer. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, à la naissance, 70% de la vitalité est concentrée dans la tête. Et la tête a pour mission de faire connaissance avec le milieu, avec le mouvement, avec la distance, avec la vitesse, toutes sortes de choses qui sont liées non pas au logos, mais à l'éthos. Tout ce que le logos ne comprend pas, c'est lié à l'éthos. N'allons pas plus loin, c'est assez compliqué comme cela. Je pense, il va falloir réécouter tranquillement jusqu'à ce que... C'est un baptême pour vous. Donc, ce baptême-là, il dit que ce qui coule dans les oreilles, c'est ça la source de l'entendement, c'est-à-dire de la manière dont on comprend. Donc, quand vous allez écouter quelqu'un en conférence qui raconte n'importe quoi, je ne vais pas citer d'exemple, j'en aurai pour 1 million d'années, néanmoins, il faut faire attention à ce qui rentre dans vos oreilles. Et là, c'est là que se situe la digression peut-être la plus importante. La réalité pour les anciens est celle-ci. Lorsque vous entendez quelque chose, ça fait comme pour lorsque vous mangez. Ça va descendre d'abord et aller dans un estomac qui va lire en quelque sorte toutes les particularités, les spécificités de ce que vous entendez, mais à très très grande vitesse. Par exemple, pour donner une idée de la situation, dans l'organe de l'oreille, nous avons un trou qui est horizontal, quasiment, très légèrement incurvé, et qui arrive à une membrane qu'on appelle le tympan. Quand je fais ça, c'est que la membrane, j'ai multiplié quasiment par 1000. C'est une toute petite membrane souple, c'est-à-dire que les qualités de l'eau sont en elle aussi. Mais elle est souple d'une manière très particulière parce qu'elle est épaisse à certains endroits et très fine à d'autres. Elle est, aussi en relation avec des poils, et ces poils transforment avec cette membrane les vibrations mécaniques de l'air en des toucher des poils en question, et eux transmettent directement cela au cerveau. Mais ils font ça, grâce au cerveau, environ 20 000 fois par seconde. Donc, le cerveau, lui, travaille sur 20 000 situations informatiques.
pour simplifier et clarifier. Et à partir de cette vocation mécanique à l'origine, l'air qui vibre, il va reconstituer les choses, il va les teinter. Mais pour cela, ce qu'il perçoit, ça redescend. Si je devais parler de l'anatomie et de la physiologie des anciens, vous verriez, c'est très semblable à ce que je viens de dire. Conséquemment, ultérieurement, vous comprendrez plus facilement. Donc, ça descend dans un endroit qui est appelé ordinairement le cœur ou l'âme, chez les anciens. Donc, le cœur, on le connaît, c'est un organe qui est rythmé, etc. Mais on ne sait pas que le cœur a une autre fonction que celle de diffuser la vie grâce au sang. Et cette particularité est appelée le siège de la conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas le cerveau qui a ça comme charge, c'est le cœur, le soleil, l'or, etc., dans la manière de voir des anciens. Et à cet endroit-là, ce que l'on entend par l'oreille, qui est réfracté par le cerveau, c'est-à-dire la lumière lunaire, ça va retourner dans le centre solaire du cœur pour prendre une teinte de type moral, c'est-à-dire l'éthos. Et ça devra fonctionner en vous selon ce que vous allez ramener qui est de vous-même. Grosso modo, il convient de dire que le discours passe par vous et il est en quelque sorte tamisé par votre conscience. Si ça vous convient, ça marche pour vous. Ça devient une nourriture. Si ça ne vous convient pas, hop, vous rejetez cela. Au besoin, vous êtes capable de faire un discours de rejet. C'est quelqu'un qui, pour faire un discours de rejet, pour être très franc et très rabelaisien, serait capable de vomir, pour dire « ça ne me convient pas, cette nourriture n'est pas bonne pour moi ». Voilà. Donc on voit que je donne des images pour expliquer des choses. C'est la manière dont s'y prenaient les anciens pour le rapport entre cela et cela. Et l'entendement, il est important parce qu'il fait partie de la structure originelle de l'être, à savoir que le créateur, je vais dire, soit je l'appelle le créateur, soit Georges. Donc, on ne pourra pas, je ne vais pas dire Dieu, je ne veux pas que tu aies des ennuis avec les sottises alentour. Je vais expliquer les choses. Les trous qui servent d'entrée donc à la vibration en question sont dans l'architecture du crâne directement sur un plan particulier. Si on fait bien attention, les trous des oreilles, le trou du fond du nez et le trou occipital, c'est celui où s'inscrit la colonne vertébrale dans la boîte crânienne, ils sont dans le même plan, à très peu de choses près. Il y a grosso modo 1 cm et 3 mm de variation. Ce qui fait que selon la manière dont la tête a été conçue, on ne va pas parler des races, hein, on va parler des ethnies, eh bien, on aura quelques nuances. Par exemple, quelqu'un qui a la tête penchée en avant de manière systématique, donc les dernières vertèbres comme ceci, évidemment, il n'aura pas la même conformation géométrique. Seulement, il faut poser le crâne sur la table pour s'apercevoir que tout cela est dans un plan très particulier. Et ça veut dire que le cerveau, lui, il est enfermé dans une boîte avec des trous qui sont distribués d'une manière très spécifique et qui vont permettre à l'innervation notamment d'aller dans des lieux spécifiques. Pour les yeux, écoutez bien, on a donc les yeux qui sont les organes quasi sphériques qui permettent de récupérer les impacts lumineux. Et au fond de l'œil, il y a un tapis littéralement de cellules qui récupèrent les formes, le déplacement, les couleurs. Pour faire simple, là encore, c'est un ternaire. Et ces impulsions, en quelque sorte, se sont traduites en signaux bioélectriques et vont, grâce au nerf, aller informer le cerveau, qui lui est dans le noir, si je puis dire. Et souvenez-vous ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, nous sommes formé d'environ 80% d'eau. Ben, le cerveau, lui, c'est de la graisse et de l'eau, hein, soyons clairs là-dessus. Mais c'est complexe, l'organisation est extrêmement complexe, puisque dans cette graisse et cette eau, on a un travail de l'électricité. Et si on se nourrit, on acidifie l'ensemble aquatique qui nous constitue, ou on le rend basique, les réactions ne sont pas les mêmes. Donc, il est important de savoir que ce que l'on mange, la manière dont on mange, quand on mange, etc., on mange que du fromage pendant 6 mois, on est du résidu de fromage, on a le cerveau en fromage, etc. Donc, n'allez plus manger n'importe quoi, n'importe comment, s'il vous plaît, apprenez à cuisiner. C'est une ergothérapie fonctionnelle très utile. C'est comme ça que vous allez attirer chez messieurs une dame à table, et si la cuisine lui convient et la musique lui convient, c'est affaire quasiment possible. Donc, ça te fait sourire, tu as raison. Donc, je continue. Pour l'oreille, c'est pareil. Si vous prenez n'importe quoi dans les oreilles, ce qui se passe dans les classes, dans les médias, c'est-à-dire 90% de notre temps,
allez vous purger avec des personnes de qualité ou en ne prenant que des choses utiles. Si vous avez besoin de paix, de calme, d'être en quelque sorte protégé contre la malfaisance de ces propos, vous irez assez spontanément vers des choses qui sont encore plus glauques parce que encore plus perverses. Et là, je parle du New Age, qui est une version pourrie de ce dont je parle de la part des Illuminati. C'est une des manipulations des Illuminati. Donc, ce que je vous demande, c'est je l'ai dit dans un cours il n'y a pas si longtemps, c'est en latin, mais je vais le dire en français. Pensez par vous-même. C'est le seul moyen réel de se préparer au combat de la vie. Pensez par vous-même. Si vous êtes après, il faut se conformer à des règles générales. J'ai mis un petit mot pour quelqu'un dernièrement. C'est un garçon exceptionnellement capable. Il est biologiste et malheureusement, il a été victime d'un accident de moto qui lui a supprimé l'usage du bras gauche, qui est désormais paralysé et impotent, et en même temps a modifié sa statique et sa dynamique parce qu'il a une jambe articulée en métal. Et ce garçon, d'exception, nous sommes allés en Égypte, comme on le fait assez régulièrement grâce à l'association, et il a pu visiter la pyramide d'Achour, dite rhomboïdale, à 2 pentes. C'est un effort énorme pour quelqu'un en bonne santé, mais lui, il l'a fait et il en est ressorti joyeux, heureux, etc., parce qu'il a vaincu cet obstacle et il n'a demandé d'aide à personne ou pratiquement. Il a fait ça tout seul. Donc, je vous laisse imaginer, vous n'avez qu'un bras valide et une jambe de chair et l'autre en métal, et vous descendez à peu près, il y a 55 mètres de descente quand même. Ensuite, vous avez des escaliers, fort heureusement, parce que sinon ce serait à la main, c'est impossible, même pour des gens en bonne santé, et vous remontez dans l'infrastructure pour visiter les 2 salles intérieures, tout en encorbellement très haute, etc. L'effort est très considérable. Il y a des personnes réputées en bonne santé qui seraient incapables de faire l'aller-retour. Ils arriveraient en haut de l'effort, il leur faudrait 2 heures à 2 heures et demie de récupération, et encore, ils partiraient en se sentant obligés de sortir. Donc, on a également une amie d'exception, je ne dirai pas leur prénom, ni à l'un ni à l'autre, qui est allée en Égypte pour la 2e fois. La première fois, elle voyait. La 2e fois, quand elle est venue avec nous, elle est aveugle. Elle voit à peine les contrastes entre la pleine lumière et l'ombre. C'est dire, mais elle est allée visiter quand même. Pourquoi? Parce que dans la culture d'une personne aveugle, le son, la voix, se lit encore plus précisément. Donc, ce que je vous invite à faire, après qu'on aura discuté du sujet en question, de manière assez profonde et étendue, utilitaire, on va redonner à la voix une fonction première, à savoir ce que l'on vous dit, pour l'instant, est trafiqué. On utilise des personnes, donc à cet effet, des personnes dont la voix est lénifiante, on a une voix très reposante ou au contraire dynamisante, c'est la politique, ça. C'est-à-dire, on est en train de vicier ce que la nature offre pour que l'homme, d'une part, se sépare de sa mère, la nature, la Vierge, pour parler chrétiennement, l'espace aussi, la chaleur du Père, le soleil, toutes ces choses-là, la lumière intellectuelle offerte par le Père qui ramène l'expérience de l'extérieur de la maison vers la famille. Si sa femme ne lui demande pas « alors qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» ça sert à peu de choses, hein, mais bon, elle regarde la télé, c'est un autre problème, c'est une autre partie du vice. Et donc, toutes ces choses-là sont à considérer. La manière, le contenu, c'est ça la langue. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça n'est pas ce que l'on dit, mais la manière dont on le dit. La tournure qu'on emploie pour le dire, et enfin, le contenu profond, et c'est lui qui va vous transformer. Si on vous raconte des cochonneries à longueur de journée, pour ne pas dire à longueur de vie, ces choses-là vont trahir votre cœur, c'est-à-dire vous serez épuisé, vous ne serez plus combatif. Or, il faut apprendre à combattre avec vos moyens. C'est pourquoi le cours de philosophie hermétique a commencé par l'apprentissage de ce qu'est la langue. Sans que j'ai cité ce mot-là au début, on a appris à comprendre ce qu'est le combat moral, c'est-à-dire éthique, ethos et éthique, c'est le même mot. Le combat éthique, c'est réserver à chacun le droit de se situer dans le monde au regard de ses responsabilités, de ses envies, désirs, etc., mais sans pour autant perturber le reste.
C'est-à-dire que le taoïsme, il dit que la vérité, la bonté, tout ça, c'est la nature. Et il a raison, le taoïsme. Les hermétistes du monde entier, du monde ancien, et notamment les Égyptiens, disent la même chose. Il faut que l'on reste en harmonie avec la nature. Regardez l'écologie, ça n'est rien du tout, ça ne devrait pas exister. C'est l'expression de la fracture entre le monde humain et le monde naturel. Je donne un exemple que j'ai vécu, puisque ma famille est d'origine paysanne. Mon grand-père, donc, en tant que paysan, on en a parlé, j'étais très jeune, je ne savais pas grosso modo de quoi on parlait exactement, mais j'ai fini par comprendre des années après. Ce qui fait que ce qui rentre dans l'oreille, si ça continue, c'est bien. Donc mon grand-père me dit, ils sont en train de casser la paysannerie parce qu'ils veulent la remplacer par leur industrie. Et il dit bien leur industrie. Sous-entendu, c'est leur manière de penser, de faire les choses, de les imposer, etc. Et alors, je ne comprenais pas trop, mais comme j'entendais le mot remembrement, très souvent, je croyais que c'était quelqu'un qui était démembré. Et en effet, la partie Illuminati de l'époque était en train de démembrer le monde paysan. Et pour ce faire, ils ont remplacé l'exploitation de la terre raisonnée par des milliers d'années de pratique par on vient avec des machines, on fait le travail humain. Le paysan sera content, il aura plus de rendement, donc plus d'argent, et ça s'avère entièrement faux. Le paysan n'a pas de vacances, le paysan se lève tôt, se couche tard et en charge permanente. Pour avoir des vacances, il doit payer des gens qui le remplacent et il a des dettes toute son existence. Tout ce qu'on lui a promis, c'est du vent. Or, le vent joue un rôle énorme. Il faut écouter ça selon la parole des anciens. Le remembrement, ça a été que les terres qui étaient dispersées dans les exploitations paysannes de l'époque ont été rassemblées, mais sur des terrains qui n'ont rien à voir avec l'expérience paysanne des propriétaires. À savoir, quelqu'un qui fait du maraîchage, il ne peut pas faire de la céréale comme ça. Il ne peut pas faire du maïs comme ça, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Les terres ont une vocation qui a été choisie par le paysan. Parce que lui, il la connaît, il l'aime, il la respecte. Il lui demande de produire au mieux de ce que lui offre. Donc, on a fait des bêtises de cet ordre. Sur des terres maraîchères, on a commencé à faire n'importe quoi de la céréale industrielle. Le résultat, comme il était médiocre, puisque la terre maraîchère est beaucoup trop humide pour les céréales, entre autres problèmes, trop riche, eh bien, le résultat, c'est que les céréales n'ont pas donné ce que les technocrates attendaient. Donc, ils ont commencé à mettre des produits que le paysan devait acheter. Ça fait marcher l'industrie, puisqu'en même temps, on développe le produit chimique, qui, lui, est totalement impraticable dans la nature. Tous les produits chimiques issus des laboratoires, la nature n'en veut pas. Pourquoi? Parce que le principe vivant qu'elle introduit dans les corps, quel qu'il soit, même inerte, par exemple le bois, là je suis assis sur une chaise de bois et de métal. Le bois, il a vécu. Le métal a vécu dans la terre, etc. Ce qu'on sort des usines, c'est du pétrole, c'est-à-dire une chose, les plastiques sont des pétroles à l'origine, une chose qui a été morte et enterrée, etc. Mais elle n'a plus cette capacité de vie que possède le bois. Le bois, on aime les objets parce qu'il y a cette étincelle de vie. On jette volontiers les autres. Et c'est ça le principe, c'est jeter tout ce qui est consumérisme. En même temps, on devrait le faire, mais consommable. Maintenant, on prend quelque chose, après, on ne le répare pas, on ne fait pas ce que fait la vie, reproduire, etc. Autre chose, l'originalité des créateurs, qui sont naturellement les enfants, est partie avec cela. Désormais, on dit dans les écoles, vous créez ceci, il y a un cours pour créer et le reste de l'enseignement, on ne crée pas. Or, c'est par la création qu'on mémorise le mieux les choses. Je reviens sur le problème du paysan. Donc, on a viré tout ce qui était sur les bords qui délimitaient les champs dans lesquels travaillait telle ou telle famille de paysans. Et de ce fait, on a retiré en même temps les insectes, les petits rongeurs, les nids des oiseaux et tout ça. C'est une catastrophe écologique. Et cette catastrophe, on en paie le prix de plusieurs manières. D'abord parce que dans ces endroits humides, il y avait souvent un réservoir d'eau pour la vie animale. Il y avait, en plus de ce réservoir d'eau, un réservoir de vie en conséquence. Et quand on a viré ça, on a limiter, si je puis dire, le rapport entre l'eau de la pluie et le sol. Maintenant, on n'a plus ces endroits où l'eau supplémentaire se stocke dans des rigoles, ça va directement dans la terre. Alors, je dis ça parce que les anciens ont déjà prévu tout cela. Ils ont dit,
vous verrez, votre sottise va vous emmener à une époque, par le non-respect de la nature, l'eau sera tellement en grande quantité que la terre sera détrempée et rien ne pourra y pousser, ça pourrira avant de sortir de terre. Et l'autre côté, c'est que vous avez tellement désolé la terre que le soleil va la cuire et on ne pourra même plus planter quoi que ce soit. L'eau ne la pénétrera pas. On est en train de vivre cela. Donc l'écologie des écologistes, on peut littéralement la mettre à la poubelle. Seule l'action écologique a des chances de réussir. Ce que j'appelle l'action écologique, elle est ternaire, là encore. D'abord, il faut arrêter de nuire à notre environnement, première chose. C'est-à-dire tout ce qui est, comment dire, superflu, qu'on jette un peu partout, il faudrait éduquer premièrement et primairement les enfants et sanctionner les adultes qui ne se plient pas. Il faudrait que l'action écologique soit donc à la base. Quand on dit écologie, le mot explique cela. Ça devrait être appris dès l'école, ce langage, logos, le langage, le discours. Ça devrait être ça, l'école, de la protection de la nature d'abord, parce que c'est de cela dont on va mourir en réalité, hein, en partie, mais le ternaire de ce qui nous attend, du cataclysme, commence par celui-là. Donc, quand on a fait ce travail qu'on a appelé le remembrement, on a rendu désertes certaines situations et on a donné plein champ au vent. Maintenant, il n'y a plus ces arbustes qui limitaient le vent. Le vent arrive et il dessèche la surface, il emmène les graines, les insectes ne peuvent plus y venir, etc., etc. Or, les insectes pollinisateurs, notamment, faisaient leur travail et ne le font plus. Ça a des répercussions aussi bêtes sur le colza, par exemple. La qualité du colza s'abaisse. Et pour réparer cela, on donne des produits chimiques que la nature ne veut pas assimiler. Heureusement, elle a une arme qui est très drôle. Là, j'ai fait un jeu de mots cabalistique. Pourquoi? Parce que la plante qui est une arme contre toute cette bêtise s'appelle l'amarante. Mais elle s'écrit l'apostrophe amarante et son jus est de la couleur de ma chemise. Vous vérifierez ça. Plus c'est rouge, plus c'est tenace. Bon, point de parenthèse, on revient à la langue. Alors, justement, là, je vais te poser une question. Je vais t'interrompre. Tout à l'heure, tu disais justement que la langue française, c'était la langue qui était la plus proche de la langue originelle. D'accord? Cependant, et tu l'as fait tout à l'heure, pour nous expliquer un mot, tu t'es référé au latin ou au grec. Oui. D'accord? Donc, du coup, moi, j'ai du mal à saisir, en fait. Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple, parce que cela, je le dis dans d'autres conférences, dans des livrets, etc. Il faudrait pouvoir tout lire, tout écouter pour saisir. Les Grecs et les Latins sont en relation culturelle et géographique parce que les Grecs ont émigré dans le sud de l'Italie, ce qu'on appelle la botte. Voilà, ils ont amené les arts, la culture avec eux, mais pas seulement la culture des livres et des arts et des sciences, mais également l'agriculture. C'est pourquoi l'Italie, le sud de l'Italie, a été dédié à Saturne par eux. Parce que l'agriculture, c'est le domaine de Saturne qui est un signe de terre en évidence. Bon, ne rentrons pas dans ces choses-là qui sont trop peu enseignées pour que je puisse en faire un support. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ce sont les Français à l'origine de la langue qui sont allés donner le grec. La langue grecque est originelle, elle aussi, de la France. Mais on va se dire, il raconte n'importe quoi. En français, le nom de l'océan ou de l'eau en grande étendue, c'est mer, M-E-R, alors que pour les Grecs, c'est thalassa. Donc, il raconte n'importe quoi. En réalité, non. Mais je ne peux pas l'expliquer dans ce moment de mon discours. Il faudra attendre plus loin. Ce que je dirais, c'est que les anciens disaient, avec raison, que la France, elle a le même lien que les Grecs ont avec les Latins, elle a le même lien avec l'Égypte. Et on voit que c'est un Français, Jean-François Champollion, qui comprend la langue pour la première fois très mal. Néanmoins, les efforts qu'il a faits, quasi surhumains, il est mort d'épuisement, Champollion, à l'âge de 42 ans, mais je ne parlerai pas de nouveau de cela. Eh bien, il a eu que des oppositions. C'est la démonstration physique, ultérieurement, qui lui a permis de subsister. Mais il avait le gouvernement contre lui, toute la clique des savants, entre guillemets, etc., un peu comme moi avec LRDP, mais on s'en fiche, ça. Moi, je suis plus solide parce que je suis armé pour ça. Ce n'était pas son cas. Donc, Champollion a donné une ouverture qui a créé l'égyptologie. À partir de Champollion, on a la langue. Nous sommes d'accord. Or, la langue de Champollion seule lui permettait de comprendre parce que la structure du français se retrouve dans l'égyptien.
avec le ternaire dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sujet, verbe, complément ou attribut, épithète, etc. Élément support, élément modificateur, élément de la modification. Donc, ce que j'ai dit, à présent, ça se retrouve dans la langue elle-même. Or, dans le français, tous ces éléments sont littéralement accessibles. C'est pourquoi on parlera de l'alphabet, de la forme des lettres, de la phonation, du rapport entre voyelles, consonnes et demi-voyelles, demi-consonnes, etc. Et là encore, ce sont trois formes. Vous voyez, le ternaire de l'Église, c'est celui-là. Mais personne ne le sait puisque la culture chrétienne a été déformée par tout moyen, elle aussi, comme on déforme par tout moyen la vie du peuple. Donc, j'espère que ça c'est clair, par le moyen économique, par le moyen médical, par le moyen politique. Pour ne pas dire que tout cela c'est purement médiatique, donc la synthèse de ces bêtises-là. Donc, je reviens, la langue française, elle est allée avec les druides qui sont allés à Delphes, avant même que Delphes soit le centre religieux de la Grèce, déjà. Et c'est pareil, les druides étaient allés en Égypte, dans le delta, c'est à eux qu'on doit la création de la ville dont parle Platon, où il dit que dans cette ville, Thoth a déposé l'alphabet, les jeux, l'astronomie, les lettres, etc. Donc on sait que cette chose-là. Si j'ai un peu de temps dans la journée, je chercherai cela, je te ferai suivre le texte. C'est dans un ouvrage, à mon avis, important, ça s'appelle Phèdre. Phèdre, si on le traduit en français ancien, ça veut dire fait de manière trinitaire, triple. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est une langue qu'on ne sait pas spontanément, on est obligé de l'étudier puisque les racines sont loin, loin. Par exemple, le mot arbre en français, c'est aour, la lumière, et bio, la vie. On dit que ça vient du grec. Non, ça vient directement de la langue ancienne française. Ce sont ces choses-là. Et on voit que dans aour, c'est la version sémite du mot lumière en français. On va dire, mais en grec ou en latin encore mieux, la lumière c'est lux. Pourra nous faire la relation? Oui, je la ferai. Mais encore faut-il d'abord connaître et comprendre cette langue ancienne pour voir d'où sont issus les mots et pourquoi il y a des divergences dans les différentes langues. Parce que c'est comme un arbre. Donc j'y viens petit à petit. En anglais, comment dit-on un arbre? Tree, c'est-à-dire trois, comme une production spécifique de notre troisième planète, la Terre. Ce qui est vrai, parce qu'à une époque, la Terre était recouverte d'arbres. C'est grâce au sacrifice des arbres, première civilisation, pourrais-je dire, qu'on a l'atmosphère qui fait vivre les hommes. Et observez cette logique incroyable, c'est que les arbres sont verts, la plupart en substance, et très colorés par endroits par les fleurs, c'est-à-dire le sexe des arbres, si je puis dire aussi, alors que la chair des animaux est rouge. Comme la nôtre, on retire la peau, c'est rosé rouge. Or, le vert et le rouge sont couleurs complémentaires. Quand vous regardez du rouge longtemps, vous fermez les yeux, posant les mains délicatement sur les yeux, vous voyez du vert à la place. C'est le jeu des couleurs complémentaires. Or, c'est chimique. Cette chose-là est dans la chimie et dans la vitalité. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un lien très fort entre les arbres et les êtres vivants, c'est que les arbres, à partir d'éléments carbonés de l'atmosphère, transmettent grâce à la lumière de l'oxygène, qui est la manière dont les êtres vivants se nourrissent et se vitalisent. Et à l'inverse, nous, on rejette du carbone qui va servir aux arbres. Donc on est dans une relation très importante. C'est pourquoi dans les temples, à l'origine, les colonnes étaient des arbres. Vous allez en Égypte, les colonnes montrent du lotus, montrent ceci, cela, etc. Donc ce qu'on appelle colonne, qui veut dire en égyptien Thoth, c'est-à-dire la connaissance elle-même, la relation entre la terre et le ciel, la colonne, l'arbre, c'est la même chose, eh bien, la lumière d'un côté et la vie de l'autre, c'est la même chose. On nous explique que la vie nous est venue grâce aux arbres, dans le mot arbre. Et dans art, il y a d'abord la lettre A, c'est un don, c'est la lumière qui vient du point solaire et qui est interceptée par quelque chose. C'est l'une des validations de la forme de la lettre A. Et on fait A en ouvrant au maximum la bouche, comme si on allait aspirer.
Donc, toutes ces conceptions, toutes ces choses-là, elles sont à mettre en synthèse dans ce que je dis, ce qui n'est pas facile. Pourquoi il va falloir. Rassurez-vous quand même, ce que je suis en train de dire, ça prend 20 ans d'apprentissage quand on le fait 8 heures par jour environ. Pour être druide, pour être prêtre en Égypte ou ailleurs, le prêtre bouddhiste, normalement, il a accès à tout ce savoir. Mais le bouddhisme, c'est comme le christianisme, comme toutes les religions d'ailleurs, c'est une chute. C'est la chute libre dans la connaissance des anciens, c'est-à-dire ça se raccroche aux branches d'arbres. Donc je disais tout à l'heure en anglais, un arbre, c'est tree, c'est... Voilà. Mais en français, on a considéré que ce n'était pas le tronc qui était important, qui veut dire tree aussi, TR, pour la racine de 3. Eh bien, c'est l'élément intermédiaire. Tout ce que je dis, en réalité, réside dans l'unité, mais je le décompose en 3. Dans un mot, il y a la force du mot relativement au sujet, à ce à quoi il va servir pour le verbe et comment il va modifier le sujet. Ça, c'est la partie de la grammaire profonde, littéralement incompréhensible à première audition. Il faut le réécrire, c'est-à-dire qui écrit lit 2 fois, c'est-à-dire une fois en surface et une fois en profondeur. Si le sens arrive, il fait un progrès. Si vous ne faites pas ça, vous n'apprendrez rien. Malheureusement, ça a passé comme passe la publicité à la télévision ou les émissions d'Hanouna, c'est-à-dire c'est du vide avec une forme de creux. Donc ces choses-là doivent s'apprendre au fur et à mesure. C'est pourquoi, quand j'ai la chance d'avoir quelqu'un comme Didier et l'équipe de Helena et toi en complément, on peut fixer ce que je dis. Et c'est le moment de le faire. Si je ne fais pas ça maintenant, il est probable que personne d'autre ne le fera. Donc, il est important d'écouter cela et de comprendre. Je continue avec les branches. Maintenant, ce n'est pas AR que nous avons, c'est BR. On comprend, si on est habitué à ce langage, qu'on est passé de la lettre A, une voyelle qui débute à la 2e lettre. C'est-à-dire qu'on a franchi le pas de 1 à 2. Maintenant, si on fait cet effort de voir la lettre A comme ceci et qu'on l'ouvre, ça fait la lettre H. Avec la lettre H, on va couper un arbre. Vous voyez comment ça fonctionne le langage des anciens. Mais eux, ils préféraient donner cela non pas par des paroles, comme j'essaie de le faire, mais par des dessins, parfois des allusions. Vous voyez une hache quelque part, ça peut désigner la cogner. Cognare, c'est apprendre à connaître, c'est naître avec. Donc toutes ces choses-là sont en relation sémantique. C'est pourquoi les lexicographes qui prennent un mot comme si c'était une chose complète et née de la volonté des hommes, comme une convention, sont à côté de la plaque. Chaque lettre qui constitue un mot a un sens géométrique, phonétique et une vocation en quelque sorte, pour ne pas dire vocalisation, à savoir les voyelles traduisent l'énergie. Donc quand on lit l'alphabet, on a A d'abord parce qu'il dit c'est un flot d'énergie qui vient d'un centre qui est au-dessus de tout. Par la respiration, la lettre H, aspirer, expirer, on procède au remplissage, on se remplit, on se vide de cette énergie. Cette énergie, c'est la vraie lumière qui la donne, pas la clarté. La clarté, c'est ce que le soleil nous donne, c'est un rayonnement. La lumière, c'est ce qui porte ce rayonnement. Donc on n'est pas dans le vrai physique avec la physique de nos jours, on n'y sera pas tant qu'on ne voudra pas réfléchir sur ce qui est vu. C'est-à-dire, on perçoit la chaleur, très bien, on perçoit la clarté, très bien. Mais la lumière, les anciens l'ont dit dans le mot lumière. Donc, ça n'est pas tout de suite que je vais pouvoir le restituer, mais dans le mot lumière, il y a temps. C'est-à-dire que la relation espace-temps était déjà faite il y a fort longtemps. On va me dire, mais le mot lumière, il est né il y a quelques centaines d'années, peut-être au mieux 2000 ans. Oui, je vais dire, mais auquel cas, je vais vous montrer d'où il vient et pourquoi les hermétistes, qui sont les créateurs des langages en général, ont préféré changer un mot pour un autre pour des raisons d'adaptation qu'on appellerait évolution. Donc, je reviens sur ces choses-là pour expliquer pourquoi le grec et le latin, c'est du français à l'origine. C'est que les promoteurs de la culture, en France et au témoignage de César, on écrivait l'écriture des druides, c'était le grec. Ce sont les Grecs qui l'ont donné aux Grecs. Ce sont, pardon, les druides qui l'ont donné aux Grecs. Et les druides avaient déjà compris le monde, ils connaissaient le monde entièrement, dans sa forme, dans ses dimensions, dans l'orientation de la Terre, etc. Mais comme ils ne déposaient pas les choses par écrit, leur science, semble-t-il, est partie. C'est entièrement faux, leur science reste dans les mots. C'est pourquoi il est important de s'intéresser à la langue. Et je rappelle que dans la conception des anciens, c'est l'inverse de ce qui est constructible.
On construit des phrases comme on construit une maison, c'est-à-dire il faut un sol, une base, des fondations qu'on devra appeler la culture. Si la personne qui parle n'a pas de culture, c'est comme si ce qu'elle allait construire n'avait pas de fondation. C'est pourquoi il est important, primordial, que l'individu humain soit instruit. C'est la charge des parents, normalement. Or, je rappelle qu'avant, dans les gouvernements pas trop pourris, comme ceux de maintenant, on appelait ça l'instruction publique, c'est-à-dire les choses de la vie sociale, et non pas familiale ou amicale, étaient prises en charge par les gouvernements, en principe, à l'origine. C'était une très bonne chose, et on doit aux maçons de l'époque, qui étaient eux, non pas des pourris, mais des constructeurs, comme leur nom l'indique, d'avoir organisé. Il faut savoir, par exemple, du point de vue historique, le rôle de Jules Geoffrin, de Louise Michel, des personnages comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on n'enseigne pas. Ce sont des gens qui ont donné, plus que Jules Ferry, la gratuité de l'enseignement, de l'instruction, etc. Donc je disais, à un moment, on appelait ça instruction publique. Dans public, il n'y a pas national. Il n'y a pas de notion d'étranger, de résident ou non résident, de langue machin ou de truc, etc. Ce qui fait que maintenant, on est perdu avec national. Et maintenant, on parle d'éducation nationale, comme si c'était de la charge d'une institution lambda d'éduquer quelqu'un. L'éducation se fait en famille et seulement en famille. Après la famille, c'est la charge des institutions morales telles que l'Église ou la religion, etc. Et on voit d'ailleurs quelle est la place de la famille dans le monde musulman et de la religion pour ces raisons-là. Donc si on ignore ça, on n'a rien à dire, ni à la télévision, ni dans les journaux. Or, c'est ignoré pratiquement par tous les intervenants. Donc, on a changé instruction publique qui reste gravée dans les murs des institutions, aux abords des mairies, quand il y a des écoles, il est écrit école publique. Ce n'est pas national, c'est public. Ça veut dire que tout le monde peut rentrer dans une école comme on rentre, tout le monde peut rentrer dans une église. Je fais la relation parce qu'à l'origine, l'église et l'enseignement, c'était la même chose. Les savants et les prêtres, c'était la même chose. Je vais expliquer pourquoi et pour expliquer pourquoi les mots sont importants. Donc, chez les anciens, le prêtre, il avait la charge de la science. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une instruction et une éducation morale. C'est plus le cas maintenant. On a des instituteurs, des professeurs de hautes écoles, ce sont des pourris. On a même des gens de très haute valeur sociale, normalement, qui sont plus bas que le Pékin qui gagne sa vie comme carreleur ou peintre, etc. Je ne suis pas en train de condamner les carreleurs et tout ça. Je dis que chacun a sa vie et chacun a la noblesse de son métier. Je préfère un carreleur qui fait bien son métier qu'un Cahuzac. J'ai lancé le mot, chacun se débrouille. Donc, Cahuzac, monsieur Cahuzac, c'est un chirurgien cardiologue qui arnaque l'homme contemporain dans la totalité de la France et ailleurs. Peu importe, il a été condamné, il va essayer de me jouer des tours, c'est pas mon problème, c'est le sien. Donc, je disais, c'est la valeur morale qui permettait de confier la science. Pourquoi? Parce que les arts, ça modifie l'intérieur de l'homme, alors que la science, ça modifie l'extérieur de l'homme. On commence à comprendre que la polarité, ce qui permet de comprendre le rapport entre l'art et la science, c'est la philosophie et la vie religieuse. C'est pourquoi il y a des distances énormes entre certaines religions, alors qu'elles se prétendent issues l'une de l'autre. Donc, je reviens après sur la notion d'instruction publique et éducation nationale. Donc, l'éducation nationale, c'est on laisse à n'importe qui, sans éducation morale la plupart du temps. Si on a des problèmes, par exemple, avec l'homosexualité dans les écoles et dans les églises, c'est pour cette raison que j'évoque. Chez les anciens, donc, le prêtre n'avait pas de vie sexuelle, mais pouvait se marier. C'était lui qui choisissait. De nos jours, l'Église ne permet pas aux prêtres qu'ils soient des femmes et qu'ils aient une vie de couple, etc. C'est une erreur, mais on comprend cette erreur parce qu'à l'époque où ces choses-là ont été décidées, la manière politique de guider le monde se faisait par les héritages. C'est encore le cas maintenant. Donc on disait, on aura des familles de prêtres, des familles de puissants, puisque la charge du prêtre, c'est d'éduquer les âmes, alors que la charge du politicien, c'est d'éduquer le comportement des corps dans la vie sociale. Toutes ces choses-là sont regardées. Donc je reviens sur ce que j'allais dire tout à l'heure, qui est toujours d'actualité. Cette polarité permet de comprendre que nous sommes dans le cadre du Dieu double. C'est la charge de Mercure. Si l'on connaissait dans les écoles, si les professeurs connaissaient tout ce qui a été dit sur Mercure, Thoth, Djehuti
Hermès, eh bien, on serait tranquille, parce qu'il dit que le seul vrai moteur de l'évolution, c'est la confrontation, c'est-à-dire le caractère de l'unité face à la dualité. Est-ce que je ne vais pas trop vite? J'en sais rien, mais je suis obligé de le dire ainsi. Et conséquemment, l'équilibre social tient entre la puissance d'un gouvernement avec des gens qui veulent des choses actuellement pour leur profit, pour leur pouvoir, face à un peuple qui vaut d'autres choses. Donc c'est l'alliance entre ces deux choses qui fait une scène politique. Ce qui fait qu'un Macron qui n'écoute pas le peuple et qui le tabasse, c'est un type qui ne va pas rester longtemps aux manettes. Mais on le sait, le mécanisme permet de remplacer un Macron par un autre Macron. Pour indication, sachez que j'ai donné des analyses du mot qui constitue notre politique présidentielle, Emmanuel Macron. Dans Macron, il y a anagramme de monarque, mais il y a également, en 3 lettres que je vous laisse deviner, ceci et cela, Monsieur MR dans la graphie actuelle qui a été remplacé par M et point, etc. Emmanuel, ça signifie également en hébreu Dieu est parmi nous. Plus exactement L, la lettre L qui s'écrit dans cette graphie chez nous, E et L, c'est-à-dire énergie organisée, ordonnée. Tel n'est pas le cas. C'est le bazar, le foutoir, etc., etc. Quant à Emmanuel, dedans il y a Manuel. Il devrait le lire, à mon avis. Un manuel de philosophie, etc., serait indispensable. Platon le dit, on ne peut pas confier un gouvernement à une autre personne qu'un philosophe. Il ne dit pas un artiste, il ne dit pas un scientifique, il dit un philosophe. C'est quelqu'un qui est capable de s'abstraire du discours en le comprenant de manière supérieure à tout le monde. Pourquoi? Parce que dans la philosophie, il y a la critique même de la philosophie. Et ça n'existe pas ailleurs. C'est né il y a à peine un siècle dans la science, ça s'appelle épistémologie. Et actuellement, on a des gens, des bavards, qui discutent de l'art sans savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes artistes. Or, être artiste, c'est être différent de tout le monde. L'artiste, il se manifeste par sa manière particulière de sentir et de restituer les choses. Or, sachez ceci, ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les mots qui descendent au fond de vous-même, il y a votre partie artistique qui est dans votre conscience au même titre que votre partie savante, parce que les deux sont associés pour faire la conscience. Or, la conscience, elle étudie de manière spontanée le rapport entre ces deux choses concrètes, visibles, sensibles et compréhensibles, à l'aide de quelque chose qui n'est pas du tout de cet ordre-là, c'est d'un ordre transcendant. Le philosophe ou le savant ou l'artiste qui est dépourvu de ce dont je parle maintenant, l'intuition, c'est quelqu'un qui ne devrait même pas parler publiquement, en aucun cas. C'est lui qui fout le bazar. Ceux qui parlent de l'art sans intuition, et sont évidemment l'écrasante majorité, ne devraient rien dire sur ces sujets. Mais ça, c'est la version de la République selon Platon. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. On va continuer en disant que l'intuition, c'est le moyen de gouverner. Et j'aurais pu citer un texte de George Washington, parce que lorsque cet homme a eu la charge du nouveau pays que constituaient désormais les États-Unis, lui, il disait qu'il ne pouvait rien gouverner dans ce pays ingouvernable. Souvenez-vous, c'était des États qui avaient leurs lois, leur parler, parce que l'Américain n'était pas unifié à cette époque-là. Il y avait des gens de tous les pays. Les Écossais ne parlent pas comme les Anglais, comme les Irlandais, etc. En Nouvelle-Zélande, on ne parle pas l'anglais parfaitement, comme dans d'autres contrées, etc. Donc, il avait un pays qui était fait de petites choses comme l'organisme humain, un foie, un estomac, etc. Et il a dit, tous les jours, je consacre 1 heure à 2 heures à écouter le remue-ménage intérieur et je demande à l'intuition et à la divinité créatrice de me guider afin que je ne fasse pas d'erreur. Comme il était profondément pythagoricien parce qu'il était en même temps franc-maçon, mais de qualité à cette époque, c'est-à-dire très instruit, pas dans la vérité seulement, mais aussi dans la relation humaine, eh bien, il a pu penser à un État fédéral, puisqu'il s'agit d'un État fédéral, les États-Unis comme la Suisse, où le principe qui guide, c'est le principe qui nettoie ce que l'on reçoit par les oreilles et par la langue, à savoir le principe dit de justice, qui est d'abord la bonté vient de la justice, la vérité vient de la justesse, etc. Et la beauté vient de l'application de ces choses-là. Donc, dans le sous-titre de notre association culturelle, nous avons le bon d'abord, c'est B
La deuxième lettre que j'ai évoquée tout à l'heure dans branche. Et le B, la valeur conventionnelle ancienne de la lettre B, c'est qui fait naître. Le bébé, par exemple, le bedon de la mère, parce que vous avez bedon comme un ventre plein, et donc distendu, etc., pour cette raison-là. Et c'est la femme enceinte, le lieu fermé, une enceinte, c'est le foyer, là où il y a un feu au milieu, et c'est la maison où se réunissent les personnes, les familles. Et donc la lettre B, elle est manifestée de profil pour une femme. La lettre A, c'est l'ouverture de la bouche ou de l'œil, tout autant, vue de profil. La lettre B, vue de profil, c'est une femme à grande poitrine, grosse poitrine pleine de lait, et un gros ventre avec au moins un enfant, si possible, à naître. Et donc, on voit que la première chose qui est considérée comme un don qui vient du ciel, c'est, concrètement parlant, c'est l'enfant. Donc, quand on étudierait l'alphabet selon cette strate-là, et il y en a plusieurs, il y a 12 strates pour la lecture de notre alphabet, j'en donnerai quelques-unes, au moins 2, extrêmement solides. Vous verrez que dans notre alphabet, il y a la valeur numérique de pi et de phi carré. Les mêmes choses qu'on a trouvées dans la Grande Pyramide. Donc j'ai dit de la polarité, c'est que la Grande Pyramide, qui est la plus grande construction de pierres taillées, c'est-à-dire de choses naturelles taillées, est là pour opposite, en quelque sorte, la langue. Aussi bien la pyramide résiste depuis des milliers d'années, aussi bien la langue, une fois le mot prononcé. Voilà. Maintenant, l'homme est capable de transformer la langue en quelque chose qui est durable, grâce d'ailleurs à la science et à l'art. Mais on n'en est pas au point d'avoir stratifié le savoir, ce que j'essaie de faire par des moyens empiriques actuellement, grâce à toi et à tous les efforts des auditeurs, etc. Alors justement, Jacques, oui. je vais être obligée de te couper Oui. parce qu'on s'était dit effectivement que on ferait une vidéo d'1h30 et je pense qu'il faudrait… Les questions sont mieux indiquées pour naviguer. Voilà. Après, voilà, tu nous as transmis énormément d'informations, donc il faudra bien évidemment réécouter la vidéo voilà, une dizaine de fois, je pense, pour en saisir. Voilà. Par contre, du coup, j'aimerais qu'on finisse. Je vais te poser une dernière question, Jacques. Oui. Et tu as laissé, allez, on va dire 8 petites minutes pour y répondre. Donc, on disait tout à l'heure qu'effectivement, il existe une langue originelle. D'accord ? Oui. Qu'est-ce qui a fait que, à partir de cette langue-là, en fait, ont découlé une multitude de langues? Parce que tu vois, bon, en France, on parle le français, en Angleterre, on parle l'anglais, on parle espagnol, on parle italien. Pourquoi cette multitude de langues? Pourquoi on ne sait pas, on n'est pas resté sur cette langue originelle? Parce que dans toute situation de création, il y a une dégénérescence. Ce qui naît à une époque va aller vers un apex, un sommet, comme la Grande Pyramide que tu vois de profil, et va redescendre jusqu'à l'origine. L'origine, alors l'apex, il a été obtenu un peu avant ce qu'on appelle dans la Bible la tour de Babel, babillage. C'est-à-dire que les personnes ayant perdu la structure d'enseignement ont perdu les contenus de cet enseignement et ils se sont diversifiés parce qu'on a limité volontairement ou non, les significations. Ce qui fait que la langue française gagne à être reconnue, c'est que c'est elle qui avait le maximum de ses liens avec la langue originelle. Et ça se savait à l'époque, puisqu'on utilisait le français comme langue diplomatique, c'est-à-dire langue double. Donc, ça sous-entendait que la personne qui connaissait le langage était capable de discuter avec des néophytes et avec des adeptes, c'est-à-dire des gens qui étaient parvenus au sommet de cet enseignement. On a des exemples assez rigolos de cette situation. À Compiègne, à l'époque de Napoléon, on réunit des personnes de haute valeur politique, d'Autriche, d'Angleterre et de France notamment, il y avait des Italiens, etc., afin de faire un travail sur la langue française. C'est à cette époque que Prosper Mérimée, a pensé que le français devait être gardé comme langue centrale des arts et des sciences, mais c'est une digression que je fais. On a une dictée qui a permis de valider le fait que n'importe quel étranger étudiant la langue française pourrait devenir meilleur que les Français eux-mêmes. C'est normal, dans ce sens. Or, c'est l'une des rares langues où c'est possible. Donc, cette situation-là montre que la déformation vient non pas de l'usage, mais de la perte d'information de la langue originelle. Ce qui montre que les relations sont plus nombreuses, plus profondes, plus larges,
et surtout plus pragmatiquement utile dans le français que dans une autre langue. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, en allemand, on dit die Erde pour la terre, mais je vais prendre cela en hébreu, Eretz. Eretz, ça commence par E, ça continue par R et par E en translittération. C'est-à-dire que énergie, force, énergie sont les trois parties qui constituent la Terre. Après, le mot Terre commence par la lettre T qu'on trouve là-dedans. Si on remet dans l'ordre, le mot Eretz en hébreu, il veut dire tri, triple. Nous sommes d'accord. Mais il y a la lettre T qui fixe cette signification, alors qu'elle est au début dans le mot 3, là, elle est presque à la fin et se termine par la lettre Z, qui est la lettre N au milieu de notre alphabet retournée. La lettre N comme ça, la lettre Z à la fin. Or, la lettre N a le sens conventionnel ancien de mutation et la lettre Z, une chose a muté, elle est terminée. Ça veut dire qu'en hébreu, on a gardé des significations très particulières eu égard à la force qui fabrique la Terre, l'humanité et tout ça, d'un côté, mais cette chose est fixée et elle est en voie de terminaison. Qu'est-ce que ça veut dire dans la compréhension actuelle pour moi? C'est-à-dire que dans l'hébreu a été fixée la signification que la Terre ne peut plus évoluer à cause de son dernier bourgeon, l'homme. Elle est en train de s'affaisser littéralement. Elle a une dernière chose, c'est-à-dire qu'après la lettre Z, il va falloir créer un autre mot dans lequel on va signifier qu'on est en état de quitter notre planète, on la laisse en mauvais état, sauf si on est capable de revenir à la mutation, la lettre N, donc au milieu de l'alphabet, au milieu du reste, et ces choses-là sera considérées sous la forme suivante. La lettre N est une consonne, la lettre Z est une consonne. Donc on parle en termes de concrétion. Soit on abandonne la planète et on s'en va, c'est ce qui va se produire très probablement si on prend le cataclysme prévu sur le nez, on n'aura pas le temps de faire autre chose et la Terre sera nettoyée, comme c'est dit d'ailleurs par un hébreu d'origine, mais qui s'exprimera en grec et en araméen en dessous, c'est-à-dire Jean, l'apôtre Jean. Bon, on ne rentre pas dans ces détails-là, je sais que ça va hérisser certains. Ce que je veux dire par là, c'est que dans chaque mot, on a fractionné les choses importantes. Si on considère donc le français, il dit terre. Ça veut dire trois, mais il y a trois lettres dedans. T, E, R. Le reste, c'est deux fois R, deux fois E. Et on voit T qui fixe, mais E d'abord, R, R au centre et E. C'est comme en hébreu, sauf que le T en hébreu est passé à la fin. Donc ce sont les mêmes constructions de mots, mais en anagramme en quelque sorte. C'est pourquoi la lettre, qui considère l'énergie, on la connaît en français, puisque dans énergie, on a 3 fois E. Les 3 formes énergétiques dont j'ai parlé tout à l'heure sont le temps, le mouvement, l'information, ou sens. Vous voyez, et là, on a vraiment le mot terre dans son acception profonde. Et en plus, on a la polarité qui permet d'étudier la chose. D'abord, la lettre T, c'est le concret, mais T, c'est la lettre emblème de la fixation. Et elle ressemble au T de table, par exemple. Ensuite, on a E qui est une voyelle, on a 2 consonnes et une voyelle. Donc, on a un rythme là-dedans. Or, il faut savoir que si E est l'énergie, R est la force. La force se tient au centre de la Terre. Du point de vue géologique, c'est indéniable. Et l'énergie à la surface, puisque l'énergie, c'est la fonction d'échange entre différents plans énergétiques de force, c'est-à-dire entre l'atmosphère et l'eau des océans. C'est ça l'écologie qui est dit. Si vous ne voulez pas faire de la Terre ce qu'elle exprime en hébreu, vous le faites en français. Les Français sont les premiers à parler d'écologie d'ailleurs. Ce sont eux qui inventent le mot, la discipline, etc. C'est utile de savoir que le mot véhicule aussi l'obligation de s'intéresser à l'histoire. Et je rappelle que l'histoire, ça commence par la lettre H, c'est-à-dire la relation entre le ciel et la terre, la vie spirituelle. Ensuite, c'est la lettre I, qui est la colonne, et c'est idée, etc. C'est idéation, c'est intuition, mais c'est l'emblème général de l'intelligence, c'est Tot qui se dit colonne en égyptien. On va arrêter là, je pense que tu as terminé ton émission. J'espère avoir été suffisamment précis et complet dans certains domaines et certainement très vague dans d'autres pour que ça suscite l'envie d'en avoir d'autres de même profil. En tous les cas, je te remercie vigoureusement. C'est très agréable de travailler dans ces conditions pour un bavard comme moi. Bah écoute, merci à toi surtout de m'accorder du temps. C'est vraiment chouette. 5 lettres pour... hein, non, mais merci. Rien.
Non, non, merci beaucoup, Jacques. Je sais qu'en plus, la même chose dans la même acception. À une prochaine fois. Merci à tous. En 2 mots, santé et chance. Voilà. Voilà. Merci à vous tous. Je vous dis à très vite. Et puis, bonne journée, Jacques. En anglais, je le dis en français, goose die. Ça fait pleurer. Hein. Au revoir. Au revoir tout le monde.